RDC, Rwanda. Kagame réapparaît affaibli pour accuser Tshisekedi et défier Trump et les USA. Après un mois de silence inquiétant, Paul Kagame refait surface. Mais ce n'est plus le maître de Kigali, conquérant et sûr de lui, que le monde connaissait. Affaibli, hésitant, confus, le président rwandais se lance dans un discours incohérent où il accuse la RDC, rejette l'accord de paix de Washington et critique l'administration Trump. Ce retour maladroit révèle bien plus qu'il ne cache. Un homme en déclin, une dictature vacillante et une diplomatie rwandaise sur le point de s'effondrer. Dans cette analyse exclusive, nous décryptons les signes d'un pouvoir à bout de souffle. Paul Kagame a parlé. Ou plutôt, il a tenté de parler. Après presque un mois d'absence publique, le président rwandais a réapparu ce 4 juillet 2025, jour hautement symbolique pour son régime, censé marquer le 31e anniversaire de la prise de pouvoir du Front patriotique rwandais, FPR. Mais loin du faste habituel, des parades militaires spectaculaires et des discours triomphants devant une foule conquise et des invités étrangers, c'est un homme affaibli, visiblement malade, qui s'est présenté devant la presse. Sa voix est hésitante, son souffle court, ses propos incohérents, ses attaques maladroites. Cette réapparition, tant attendue, devait dissiper les rumeurs de sa mort ou de son coma. Elle n'a fait que les renforcer. Kagame n'a rien d'un président en pleine possession de ses moyens. Il semble dopé, juste assez pour tenir debout quelques minutes, avant de sombrer à nouveau dans l'ombre. Il ne célèbre même pas son propre anniversaire politique. Il n'a pas invité ses habituels soutiens occidentaux. Il a simplement improvisé une sortie médiatique pour tenter de garder le contrôle narratif, mais le résultat est catastrophique. En 2 heures, il a parlé presque exclusivement de la République démocratique du Congo, de Félix Tshisekedi, de l'accord de paix de Washington et de l'administration Trump. De son propre pays, de son peuple, de ses priorités internes, rien. Il y a dans cette attitude une obsession maladive, un aveu de faiblesse, une panique mal dissimulée. Paul Kagame sait que le vent a tourné. Il le sent. L'accord de Washington, négocié avec le soutien actif de Donald Trump, prévoit un retrait progressif, mais définitif, des troupes rwandaises du sol congolais. Il organise la fin de la présence illégale du Rwanda dans l'est du Congo, sous la surveillance de puissances désormais déterminées à en finir avec 30 ans d'impunité. Mais Kagame ne veut pas partir. Il sait que ce retrait signerait la fin de son influence, voire la chute de son régime. Alors, affaibli mais toujours cynique, il joue sa dernière carte, saboter l'accord. Et pour ce faire, il tente de le lier artificiellement aux négociations de Doha, où le groupe terroriste M23, parrainé par le Rwanda, tente d'obtenir des concessions inacceptables de Kinshasa. Kagame affirme que l'implémentation de l'accord de Washington dépendra du succès des discussions au Qatar. Autrement dit, il tente de conditionner un accord international au chantage d'un groupe armé non reconnu, rejeté par les Nations Unies, exclu du processus de paix officiel. Un renversement pervers des responsabilités destiné à torpiller l'accord sous couvert de réalisme. Mais ce n'est pas tout. Dans son discours décousu, Kagame va plus loin. Il attaque personnellement le président congolais Félix Tshisekedi, affirmant avec un mépris colonialiste que ce dernier aurait reçu le pouvoir dans un bureau, sans élection. Une réécriture de l'histoire digne des propagandistes du passé. Kagame oublie que Tshisekedi a non seulement été élu, mais qu'il a ensuite renforcé sa légitimité lors des élections de décembre 2023. Cette attaque personnelle ne vise qu'à délégitimer le partenaire de l'accord de paix pour justifier son rejet. Kagame, incapable de cacher son irritation,
parle de Tshisekedi comme d'un obstacle qu'il ne parvient ni à avaler ni à vomir. Une métaphore choquante, révélatrice de son mépris pour la souveraineté congolaise. Il y a là une constante dans la diplomatie de Paul Kagame. La manipulation des faits, la confusion volontaire, la mise en scène d'un chaos supposé dans lequel lui seul pourrait prétendre instaurer l'ordre. Depuis des années, il se sert du FDLR, un groupe rebelle, hutu-rwandais aux racines historiques complexes, comme d'un épouvantail pour justifier ses incursions militaires au Congo. Mais aujourd'hui, cette justification ne tient plus. Les preuves s'accumulent sur le fait que le Rwanda utilise cette excuse pour occuper militairement les territoires riches de l'Est de la RDC, y piller les ressources et y imposer ses agents déguisés en rebelles. Même ses alliés de toujours commencent à prendre leur distance. Les États-Unis, longtemps silencieux, ont désormais une position claire. La paix doit passer par le retrait du Rwanda. Trump, en bon pragmatique, veut un accord qui stabilise la région et protège les intérêts américains. Kagame le sait, et cela l'inquiète. Il n'attaque pas frontalement Trump, mais critique violemment ceux qui, dans l'administration, soutiennent l'accord. Il les accuse de ne rien comprendre, de vouloir juste des sanctions sans vision stratégique. Pourtant, ce sont les sanctions et la pression diplomatique qui ont obligé Kigali à se rendre à l'évidence. L'heure du départ a sonné. Mais Kagame ne veut pas partir sans imposer ses conditions. Il exige que les populations rwandophones soient reconnues comme congolaises. Or, cette reconnaissance a déjà eu lieu, à maintes reprises, par les autorités de Kinshasa. Ces communautés sont représentées dans toutes les institutions, armée, parlement, services de renseignement. Ce que veut réellement Kagame, ce n'est pas une reconnaissance identitaire, mais un pouvoir politique et militaire régional contrôlé par Kigali. Il veut que les gouverneurs du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri soient désignés par lui, non par Kinshasa. Il veut une RDC balkanisée, affaiblie, où il puisse régner par procuration. Et comme si cela ne suffisait pas, son ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndoundiré, a récemment déclaré que 95 000 combattants FDLR se trouveraient au sein même de l'armée congolaise. Un chiffre absurde, déconnecté de toute réalité, destiné à semer la panique et à justifier une future agression. Cette rhétorique délirante veut faire croire que la RDC est infiltrée à tous les niveaux, que sa population est hostile, que l'ennemi est partout. C'est la vieille stratégie de la peur que Kagame utilise pour garder la main sur son propre peuple et continuer à justifier l'ingérence extérieure. Mais cette stratégie est usée. Le monde change. La RDC n'est plus isolée. Elle a des alliés solides. Le Burundi, l'Angola, la Tanzanie, l'Afrique du Sud. Elle est désormais membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Tshisekedi mène une diplomatie active, souveraine, panafricaine. Les FARDC, renforcés par les Wazalendo, progressent. Le peuple congolais est mobilisé. Et surtout, Paul Kagame n'est plus l'homme fort d'hier. Il est malade, très malade. Sa voix tremble, son regard est vide. Il parle du passé, pas de l'avenir. Il ressasse des griefs personnels, mais n'annonce aucun projet national. Même sa mise en scène habituelle du 4 juillet est annulée. Kigali médite dans le silence. Alors que faire? D'abord, ne pas tomber dans le piège du chantage. Le Qatar n'a rien à voir avec l'accord de Washington. Le M23 est une affaire congolo-congolaise, pas régionale. Le Rwanda n'a aucune légitimité à s'immiscer dans les négociations internes de Kinshasa. Ensuite, la RDC doit accélérer l'implémentation de l'accord de paix avec ses alliés. Préparer militairement le terrain si Kagame persiste dans la provocation.
Et sur le plan diplomatique, continuer à exposer l'hypocrisie de Kigali, un pays qui se dit victime, mais qui arme des milices, qui accuse les autres, mais refuse tout examen de conscience. La vérité, c'est que Kagame n'est pas éternel. Son système est usé, son discours est creux, son autorité s'effrite. Le jour où il ne pourra plus apparaître, ni parler, ni accuser, ni manipuler, le Rwanda s'ouvrira à une nouvelle ère. Il ne tient plus qu'à ses adversaires de précipiter ce jour, par la vérité, par la force, par la solidarité africaine. Alors que la communauté internationale scrute les moindres gestes de Paul Kagame, sa dernière apparition soulève davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pourquoi un homme aussi stratège, aussi soucieux de son image, aussi méticuleux dans la mise en scène de son autorité, se présente-t-il dans un état de faiblesse aussi visible? Pourquoi organiser une conférence de presse alors que le monde entier l'a vu disparaître pendant plus de 25 jours sans explication? Il ne s'agit pas ici d'un simple retour politique. Il s'agit d'une opération de survie. En réalité, Kagame n'avait plus le choix. Son silence devenait plus dangereux que sa présence. Les rumeurs sur sa mort, son coma, voire son empoisonnement, ont envahi les réseaux sociaux. Le fait que ni son épouse, Jeannette Kagame, ni ses enfants, ni les principaux responsables du FPR n'aient pris la parole pour rassurer le peuple rwandais a créé un vide. Et dans un régime autoritaire fondé sur la peur et le culte du chef, le silence est un aveu de faiblesse. Cette conférence de presse est donc une tentative désespérée de reprendre le contrôle de la narration. Mais le corps de Kagame ne suit plus l'orgueil de son discours. Il faut bien comprendre que cette faiblesse physique n'est pas un détail. Elle est révélatrice d'un système à bout de souffle. Kagame n'est pas un simple chef d'État. Il est le pilier unique de tout un appareil politico-militaire. L'État rwandais, tel qu'il fonctionne depuis 1994, repose sur une logique de verticalité absolue. Il n'y a pas d'alternative, pas de plan B, pas de succession organisée. Le moindre vacillement du raïs est un séisme. Et ce séisme est désormais visible à l'œil nu. La nervosité des services de sécurité, les tentatives de censure, les contradictions dans la communication officielle, tout indique que la machine est grippée. Face à cette crise existentielle, Kagame réagit comme tout autocrate en perte d'influence. Il désigne un ennemi. En l'occurrence, cet ennemi est double. D'un côté, Félix Tshisekedi, accusé d'avoir reçu le pouvoir dans un bureau, d'être illégitime, d'avoir rompu un supposé pacte passé avec Kabila. De l'autre côté, les États-Unis, accusés de s'ingérer dans les affaires régionales sans rien comprendre aux dynamiques locales. Mais ce double front ne peut fonctionner que si l'on continue à croire à la puissance de Kagame. Or, cette puissance est désormais minée de l'intérieur. Le président rwandais espérait peut-être que son retour, aussi maladroit soit-il, paralyserait les initiatives diplomatiques en cours. Mais il semble que l'effet inverse soit en train de se produire. La Maison-Blanche, loin d'être intimidée, poursuit sa stratégie, mettre fin à l'instabilité dans les grands lacs africains en forçant Kigali à se retirer. Le secrétaire d'État américain continue à dialoguer directement avec Kinshasa et même les lobbies traditionnellement pro-rwandais à Washington commencent à prendre leur distance. La réelle-politique américaine est simple. La RDC est plus vaste, plus stratégique, plus riche et plus légitime. Kagame est devenu un poids. Quant à Félix Tshisekedi, il a su utiliser cette fenêtre d'opportunité avec intelligence. Contrairement à son prédécesseur, Joseph Kabila, qui avait fait de la soumission à Kigali un dogme silencieux, Tshisekedi a rétabli la souveraineté congolaise comme fondement de sa politique étrangère. Il ne refuse pas le dialogue,
mais il impose désormais ses conditions. Il ne cède plus au chantage sur la question des rwandophones et il exige un respect total de l'intégrité territoriale de la RDC. Cette fermeté, saluée par une large partie de la population congolaise, renforce sa position face aux pressions extérieures. Mais Tshisekedi ne peut pas tout faire seul. Il lui faut une armée disciplinée, motivée, équipée. Les FARDC ont fait des progrès, notamment grâce à la collaboration avec les Wazalendo, ces combattants patriotes venus de la société civile. Mais la menace demeure. Kigali dispose toujours de relais au sein de certains segments de l'armée congolaise, hérités des accords de mixage passés sous Kabila. C'est là que réside la véritable urgence. Purger les infiltrés, sécuriser les lignes de commandement et éviter que le Rwanda ne puisse corrompre certains éléments pour faire échouer l'accord de paix. Kagame l'a bien compris, et c'est pourquoi il agite à nouveau l'épouvantail du FDLR. Ce groupe, bien que résiduel, sert de justification à toutes les agressions de Kigali. En 2022, 2023, 2024, à chaque offensive de l'armée rwandaise ou de ses supplétifs du M23, le discours est le même. Nous poursuivons les FDLR. Or, les rapports de l'ONU, de la CIRGL, de Human Rights Watch et de l'International Crisis Group affirment tous que ces justifications sont infondées. Le FDLR n'est plus une menace stratégique. Il est instrumentalisé pour justifier le pillage des minerais, le contrôle des routes commerciales et l'influence politique à l'est du Congo. Quand Kagame affirme que 95 000 FDLR sont dans l'armée congolaise, il bascule dans le ridicule. C'est une tentative désespérée de semer la confusion, d'entretenir l'idée que la RDC serait complice de son propre malheur. Mais cette stratégie de la calomnie ne fonctionne plus. Les Congolais connaissent leur armée. Ils savent que les FDLR sont minoritaires, marginalisés, souvent désarmés, et surtout, ils savent que le vrai problème, ce sont les infiltrés pro-rwandais, protégés par certaines chancelleries complices. L'objectif de Kagame est clair, faire échouer l'accord de Washington en le rendant inapplicable. En cela, il joue la montre. Il espère que les Américains se fatigueront, que les Congolais se diviseront, que l'Union africaine restera silencieuse. Mais il se trompe, car l'Afrique a changé. Les peuples sont plus conscients. Les réseaux sociaux exposent les manipulations. Et les jeunes générations ne veulent plus de dictateurs installés à vie. Le modèle rwandais, longtemps vanté par certains intellectuels occidentaux, est aujourd'hui critiqué de toutes parts. Il est vu pour ce qu'il est, un régime militaire qui repose sur la peur, la répression et le mensonge. Alors, que faire maintenant? Il faut d'abord maintenir la pression diplomatique. Chaque sortie de Kagame doit être déconstruite publiquement. Les médias africains doivent y jouer leur rôle. Les intellectuels, les diplomates, les parlementaires congolais doivent dénoncer les contre-vérités rwandaises sur toutes les tribunes internationales. Ensuite, il faut accélérer les réformes internes, récompenser les officiers loyaux, renforcer les capacités de renseignement, professionnaliser les unités opérationnelles, éviter les erreurs de coordination. Tshisekedi l'a compris. On ne gagne pas une guerre diplomatique sans être prêt à la gagner militairement. Enfin, il faut parler au peuple, le peuple congolais, le peuple rwandais, les jeunes Rwandais qui voient leur avenir se réduire à un homme fatigué, malade, isolé. Il faut leur dire que le changement est possible, que la paix est possible, mais pas avec Kagame. Le vrai dialogue, le vrai accord de paix ne pourra émerger que dans un Rwanda libéré du fardeau d'un homme qui refuse de céder la place, qui méprise ses voisins, qui instrumentalise la souffrance
pour asseoir son pouvoir. En conclusion, cette réapparition de Paul Kagame n'est pas un signe de force. C'est un aveu d'échec, un cri de désespoir, un baroud d'honneur. Il n'a parlé que du Congo parce qu'il n'a plus rien à dire sur le Rwanda. Il a attaqué Tshisekedi et Trump parce qu'il sait que son temps est compté. Il tente de faire croire qu'il contrôle encore la situation, mais son regard trahit la fatigue, la peur, la faim. Le monde ne doit pas être dupe, l'Afrique non plus. Le moment est venu de tourner la page, de soutenir la souveraineté de la RDC, d'encourager les efforts de paix de Tshisekedi, d'aider les peuples des Grands Lacs à construire une paix durable, sans guerre, sans occupation, sans Kagame. Car un avenir meilleur est possible, et il commence maintenant.